Une fois de plus, un autre épisode de Mémoire digitale qui débute avec une personne innovante qui est joint à moi. Vous savez, Mémoire digitale, c'est un podcast, c'est une émission web où on parle d'innovation, de la place de l'innovation dans la vie des gens, dans la vie des entrepreneurs, bien entendu, parce que c'est typique chez plusieurs entrepreneurs. L'innovation prend une place quand même assez prédominante. Aujourd'hui, Mario Genet, qui est le CEO de i3D, qui est avec moi. Bonjour Mario. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Good. Content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Honnêtement, je regardais ton parcours. Ça remonte à loin, l'innovation. Là. Ça a commencé tôt dans ton parcours de prendre des choix innovants. Déjà en 87, être bachelier en télécom, fallait voir quelque chose à ce moment-là. Est-ce que l'innovation a toujours fait partie de ta vie? Je dirais que oui. Mais si on veut revenir sur le choix des télécoms, on a suivi quelques cours. J'étais à l'Université de Sherbrooke, donc on avait la chance de participer au système coopératif, donc d'essayer certains métiers là, pour les plus chanceux. Puis j'ai eu des stages en télécommunication, puis ça a révélé une passion pour moi. Une passion pour la télécom dans les années 80. Fait que là, c'était les balbutiements. On s'entend que c'était au tout début des télécoms comme on commençait à peine à les connaître comme ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de 5G, on parle de 4G. Ouais. À ce moment-là, c'était quoi? C'était des modems 486? En fait, moi, c'était plus la partie sans fil. Là. J'ai eu toujours une passion pour la transmission sans fil. Et j'ai fait des études de couverture pour les radios, là, les walkie-talkies pour le ministère Chasse et Pêche à l'époque. Donc, se promener dans la belle forêt québécoise, dans les parcs pour... Puis juste tester des radios, la distance, la fréquence, comment ça rentrait? Oui, exact. C'était pour une question de sécurité pour les gardes-chasse, des choses comme ça. Donc, s'assurer aussi que tous les systèmes pour le ministère des Transports, qu'il y ait de la couverture le long des routes pour... s'assurer que les opérations se déroulent très bien. Donc déjà, à ce moment-là, tu avais un thinking un peu différent. Est-ce que, étant jeune, tu avais aussi ce réflexe-là innovant? Est-ce que étant jeune, tu avais des idées flamboyantes? Est-ce que c'était quelque chose qui t'habitait déjà étant jeune? Dans mes souvenirs, j'ai toujours eu un intérêt, une passion pour les mathématiques. OK. Donc ça, c'était la matière où je n'avais pas besoin qu'on me pousse pour les faire, tellement que dans un cours au secondaire, j'avais fini le programme après 2 mois. Donc, après 2 mois, c'était fini pour l'année, tout était beau, merci, bonsoir, on passe à autre chose. On a joué aux échecs dans le fond de la classe, là, avec la permission du professeur, pour pas qu'on dérange les autres. My God, OK. Donc ça, c'est un souvenir. Sinon, moi, j'avais de l'intérêt pour tout ce qui était physique, principalement, là. Rapidement, après ton parcours à l'université en télécom, tu as eu un parcours assez impressionnant en termes de position d'emploi. 16 ans basé en Europe, basé à travailler justement sur des télécoms, encore une fois, cybersécurité qui a fait partie de ta vie. Pour toi, c'est quoi l'innovation? Si tu avais une définition à donner à l'innovation, ça serait laquelle? En fait, pour moi, l'innovation, le début de l'innovation dans ma carrière, ça a toujours été de l'amélioration continue. OK. Pour moi, un échec, c'est quasiment aussi important qu'un succès parce moi, je me force à apprendre de mes échecs. Donc, je veux m'améliorer, je veux améliorer les processus qui ne fonctionnent pas, etc. Donc, même dans la partie service, la première partie de ma carrière, on a réussi à créer de l'innovation en faisant des services différemment. Et c'était important pour moi parce que c'était comme une preuve de succès que les idées que j'avais pouvaient, entre guillemets, être acceptées. Le processus d'innovation, c'est un processus de communication. On peut avoir une bonne idée. Après ça, il faut le vendre à l'interne, il faut le vendre à ses équipes, il faut le vendre à son patron, il faut le vendre aux clients. Puis il faut que l'adoption du changement se fasse aussi. Il y a toute la gestion de cette technologie-là ou de cette innovation-là qui entre en compte, qui souvent, ça va être de l'humain, là, gérer le changement. C'est pas tous les humains qui sont aussi capables de gérer le changement ou l'innovation dans une structure. Là. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas le changement parce qu'ils ne sont pas confortables. Donc, il faut apprendre il faut choisir les gens avec qui on veut travailler, puis il faut surtout s'assurer qu'ils soient en mesure de sortir, ne serait-ce que légèrement de leur zone de confort, puis les amener. C'est pour ça que je dis c'est beaucoup de, entre guillemets, de vente, mais c'est un exercice de communication. Avoir une bonne idée puis l'avoir seule, c'est facile. Ouais, après ça, c'est des réalisés qui est beaucoup plus complexe. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans leur salon qui en ont des bonnes idées. Là. Oui, tout à fait. Mais de passer de l'idée à l'action, c'est là où souvent on va différencier les innovateurs, les vrais innovateurs, des gens qui ont juste des idées et qui sont, moi je les appelle plus des rêveurs. Parce que l'innovateur va prendre les mesures pour pouvoir arriver à son rêve. Tandis que le rêveur va continuer à rêver à son rêve. Oui. Mais ça prend, en fait, pour moi, c'est la combinaison des deux. Ça prend... En fait, il faut être un peu créatif.
moi, les gens avec qui je travaille, je les considère comme des artistes. Puis j'essaie de créer un milieu autour de ces gens-là pour les débarrasser de leurs préoccupations. Puis après ça, bon, il y a tout dans le processus d'innovation. Bon, il y a la partie création, mais après ça, il y a la partie, justement, faire face aux différentes difficultés qu'on va rencontrer, gérer l'échec. Il y a des gens qui ne sont pas capables de gérer les échecs. Donc, quand tu fais de la R&D, moi, c'est ce que je dis aux stagiaires qui arrivent chez nous, c'est il faut apprendre il ne faut pas se décourager, là. Je veux dire, la R&D, c'est 80 d'échecs, 20 de succès. Donc, quand le 20 fonctionne, c'est là que ça devient intéressant, mais il faut se rendre aux 20 Oui, mais c'est ça. Donc ça, bon, j'ai un petit peu d'expérience aujourd'hui. Ça me permet là, d'atteindre ces cibles-là beaucoup plus sereinement, mais aussi de mettre en place des processus. C'est-à-dire, quand il y a un problème, il faut en parler tout de suite. On laisse le temps aux gens de faire de l'expérimentation, de rechercher les solutions par eux-mêmes, mais il ne faut pas les laisser se creuser un trou, entre guillemets, puis y mourir. Donc, il faut être capable de mettre en place ces mécanismes-là qu'on doit adapter à chacune des personnes avec qui on travaille. Ce bagage-là que tu as acquis, d'être capable d'adresser ces situations-là puis de les voir venir, parce que c'est un peu ça, être innovant, essayer de voir ces trous-là et éviter que notre équipe tombe dedans. Comment tu gères dans ton quotidien maintenant? Parce que, tu sais, aujourd'hui, avec i3D, vous travaillez sur une plateforme d'écran 3D sans la nécessité de mettre des lunettes 3D. Donc, déjà, ça, en partant, c'est assez révolutionnaire. On s'entend qu'il y a eu des tests qui ont été faits pour les lunettes 3D. L'adoption de la technologie n'a pas été au niveau où on voulait qu'elle le soit non plus. Comment tu gères cette part de risque-là, cette part de R&D-là dans un projet qui t'habite maintenant? Parce que, bon, tu es CEO, tu es partenaire dans cette entreprise-là. Comment cette gestion du risque-là, cette gestion du changement-là, tu vis avec à tous les jours maintenant? Écoute, moi, je vis très bien avec ça. C'est peut-être pas la réponse que tu souhaitais. Non, mais c'est drôle que tu me dises ça parce que je l'ai posé à d'autres personnes. Puis souvent, quelqu'un qui a une fibre innovante a une capacité d'adoption puis d'acquérir ou du moins de s'adapter au risque supérieur à la moyenne. Et moi, c'est ce que j'ai pu remarquer. Il y a beaucoup de gens qui, quand on parle d'innovation, qui ont un niveau de tolérance au risque assez élevé puis qui sont capables de bien naviguer dans tout ça. Fait que je ne suis pas tellement surpris de ta réponse. OK. Jean-Étienne, qui est l'inventeur du produit, là, donc moi, j'ai passé beaucoup de temps avec lui au démarrage de l'entreprise parce qu'on était très peu nombreux dans l'entreprise. Et on a développé une complicité au niveau technologique. Et aujourd'hui, on est allé à Boston ensemble récemment. Donc, on a passé de longues heures dans la voiture. On a pu échanger. Puis la cote en masse. Un voyage, ça resserre toujours les liens d'habitude. Oui. Puis ce qu'on disait, c'est que par rapport à ce qui nous arrive, la gestion du risque, comme tu parles, en fait, la difficulté de la R&D, c'est ça, c'est d'appréhender le risque puis de mettre en place des mécanismes pour anticiper ce qui peut arriver. Puis toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C. Et tous les deux, on disait ce qu'on faisait, on avait un sentiment de plénitude par rapport à ça. Okay. Donc, malgré le fait d'avoir une start-up, malgré le fait d'avoir la COVID qui rend les choses un peu plus difficiles, on était quand même très heureux. Je dirais peut-être pas serein, mais on a assez confiance en où est-ce qu'on est, le chemin parcouru et où on veut aller et les pistes de solutions pour y arriver. Donc, dans notre esprit, c'est assez clair pour nous que c'est les cibles qu'on s'est fixées de performance, on va pouvoir les atteindre. Tu sais, parce qu'il y a, chemin faisant, il y a des doutes technologiques qui surviennent, il y a des questionnements qui surviennent. Pour certains, c'est facile de les voir venir d'avance, mais souvent, on va réagir à ces doutes-là quand ils apparaissent au R&D. Justement, dans le 80% d'échecs, on a souvent ces problématiques-là qui arrivent. Comment la réflexion que tu te portes quand un de ces doutes-là apparaît ou une de ces problématiques-là apparaissent, c'est quoi ta première réflexion à ce moment-là? Moi, c'est simple. C'est un problème. Il y a toujours une opportunité qui se cache derrière. OK. Il faut la trouver, il faut l'identifier. Je te donne un exemple concret. La crise des composants électroniques. Donc, oui, c'est facile d'avoir du stock puis du matériel ces temps-ci. Quand c'est arrivé, il fallait qu'on prenne des décisions assez rapidement. Il y avait une certaine quantité de stock qui était disponible, peut-être pas suffisamment pour nos plans, pour être en mesure de réaliser nos plans. Donc, je pense qu'en 3 jours, on a décidé qu'on devançait notre roadmap. Donc, on avait déjà identifié des changements dans la roadmap. De façon à s'affranchir de ces difficultés-là, on a accéléré notre roadmap d'à peu près 9 mois. OK, quand même. 9 mois en temps de pandémie, on se dit on va aller plus vite. Au lieu de mettre les freins comme plusieurs ont fait, on a pris la décision d'accélérer. Accélérer parce que ces composants-là sont
sont plus chers, mais pour nous, ça ne change rien. Mais je veux dire, on ne retrouvera pas ces chips-là tout de suite dans des automobiles. Donc, en concentrant notre technologie ou en fait notre produit sur ces composants-là, bien, on est passé un peu à travers les gouttes. Donc, déjà ça, c'était innovant de prendre le risque d'accélérer ce thinking-là. Mais tu me dis, bon, Jean-Étienne, qui est ton partenaire dans i3D, c'est lui l'inventeur de la technologie. Depuis plusieurs années qu'il travaille sur des écrans 3D. Il en avait même fait un avec des lunettes. Exact. Toi, ton parcours en télécom, en cybersécurité, comment cette jonction-là se crée? Comment vous vous rencontrez? Qu'est-ce qui se passe? Ce clash des deux esprits, l'esprit de commercialisation, marketing, innovant, gestion de risque, avec le créatif. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est créé? Bien, Jean-Étienne, on était à l'université ensemble. Quand on a gradué, on a pris des chemins différents. Lui, il s'est lancé dans le développement de produits plutôt associés à la vidéo. Il a travaillé pendant presque une dizaine d'années aux États-Unis. Et quand moi, je suis revenu de France, je cherchais à soit investir dans une société, soit créer une société. Puis, il y a un de mes amis qui me a dit, écoute, va voir ce que Jean-Étienne fait, ça peut peut-être t'intéresser. Bon. J'étais curieux surtout de rencontrer Jean-Étienne après 35 ans pour voir... Un ami de longue date de le revoir, une belle retrouvaille, oui. On était collègues étudiants, on n'était pas vraiment amis. Là. Par la force des choses, on est devenus depuis quelques années. Mais j'étais curieux de voir son parcours après 35 ans, ce qui était devenu. C'était plus un truc d'alumni de l'université qui avait motivé, si tu veux, mon déplacement. Et quand j'ai vu son produit, j'ai pu enfin réaliser une vision que j'avais dans un autre produit. Donc là, je vais faire une petite ellipse. Donc, tu as parlé de cybersécurité, donc tu faisais référence quand je travaillais chez Aircom. Exact. Ouais. En fait, moi, chez Aircom, j'étais responsable de la division télécommunications. Donc, OK. Toujours les télécoms, c'est toujours pas loin, là. C'est toujours pas loin, effectivement. Puis nous, ce qu'on développait à cette époque-là, c'était un produit qui était basé sur une technologie qu'on appelle Software Defined Radio. Donc, je veux dire, c'est un radio avec le moins d'électronique possible. C'est un serveur, tout se passe sur le serveur. Puis c'est un outil qui servait à tester les bases radio des compagnies comme Alcatel, Ericsson, Nokia, etc. Bon, on offrait même des services aux différents opérateurs. Et c'était, bon, moi j'étais en charge de l'équipe et en charge des ventes, donc à peu près une soixantaine de personnes dans le groupe. On vendait à des gros joueurs. Donc, et la vision que j'avais du produit qu'on avait développé, parce que nous, on faisait de l'émulation des téléphones. Donc, un téléphone dans ta poche, j'en ai un. Et tu peux imaginer une sortie de métro, il y a à peu près 500 personnes qui sortent. C'est quoi l'impact sur la radio, sur le réseau? Sur les bandes passantes. Exactement. Okay. Donc, nous, c'est ce genre de simulation qu'on faisait, mais réellement. Donc, ce n'est pas une simulation sur un ordinateur que tu regardes des résultats sur un écran. C'est une simulation qui vient aller chercher les ressources sur la partie radio qui est développée. Terrain pour être sûr de voir le Non, dans un laboratoire, mais on se branchait physiquement à leur produit. Donc ça, pour moi, c'est un produit très intéressant. D'ailleurs, j'avais travaillé pour une compagnie qui s'appelait Radical Horizon, qui était du Québec, là, qui avait développé ce genre de produit-là dans la 3G. Là. Okay. Bon, malheureusement, il manquait de financement, donc éventuellement, ils ont décidé que... C'est toujours le défi. Exactement. C'est toujours le défi. Ça s'arrêtait là. Et donc, pour revenir à chez Aircom, le produit, la vision que moi, je voyais, c'était que comme on faisait l'émulation des canaux radio, là, je m'excuse, c'est un petit peu technique, mais on simulait vraiment un vrai téléphone. Mm-hmm. Je me disais, si la personne qui fait des tests peut, entre guillemets, mettre un casque de réalité virtuelle, puis se promener dans la ville qu'on est en train de tester, qui peut être Montréal, New York, Paris, peu importe, il pourrait voir le résultat, pourrait voir les zones de couverture apparaître, les trous. Hein, quand on passe en voiture puis que la communication coupe, pourquoi il y a un trou d'onde là? Exactement, okay. C'est ça. Est-ce que c'est la radio qui ne fonctionne pas bien? Est-ce que c'est la couverture? Donc, j'imaginais faire ça, mais ça, on parle de 2013. Avant que Facebook achète Oculus, avant bien des années de réalité virtuelle. C'est ça. Donc, c'était comment on fait de la gamification pour que ça soit plus facile, que ça soit plus agréable, puis surtout que les tests, la compréhension ou l'analyse des tests se fasse beaucoup plus rapidement. C'était ça l'idée. OK. Donc, quand j'ai vu l'écran que tu as vu hier... Oui, que j'ai eu la chance d'essayer hier. Exact. C'est ça que j'ai imaginé la première fois. OK. J'ai dit ça m'aurait permis d'aller de réaliser la vision que j'avais sur le produit en 2014. Donc, des fois, on est sans le casque de réalité virtuelle. Exactement, c'est là la particularité. Oui, tout à fait. OK. Donc, c'est ça. Des fois, on est très en avance, puis bon, il n'existe pas de produit, un peu comme Jean-Étienne qui a déposé son premier brevet en 1994.
il a déposé un brevet, tu accepté, mais il ne pouvait pas le réaliser, les composants n'existaient pas. Il est obligé d'attendre 10 ans que les équipements, les composants existent pour pouvoir réaliser son idée. Donc, l'innovation, des fois, ça prend beaucoup de patience, ça prend énormément de persévérance, mais ça prend de la créativité. Comme tu as dit, être capable de faire une adéquation entre les besoins auxquels ça répond. Puis des fois, le besoin n'est pas clair parce que les gens... est-ce qu'on avait imaginé qu'on avait besoin d'un téléphone cellulaire avant? La majorité des gens, c'est non. Là. Donc, des fois, il faut créer quelque chose, le besoin se crée tout seul. Voilà, c'est ça qui arrive. Mais comment, ça me jette à terre. En 1994, un premier brevet, mais il ne peut pas créer sa technologie parce que ce qu'il a besoin pour le faire n'existe pas. C'est ça. Ben écoute, c'est ce genre d'esprit-là, mon partenaire. Wow, OK, mais ça permet la limite est pratiquement inatteignable parce que s'il réfléchit à des choses qui n'existent pas en se disant « j'aurai besoin de ça », quand ça va exister pour faire ce que je voulais faire initialement, les idées sont protégées très, très en amont. Oui, tout à fait. Parce que, tu sais, dans la gestion de risque, dans la gestion d'innovation, il y a le volet brevet, il y a le brevet de technologie. Tu l'as abordé rapidement, le timing. Oui. Tu sais, le timing est essentiel pour pouvoir lancer au bon moment. Par le passé en télécom, je pense que tes timings ont toujours été très bons parce que justement, on voit la croissance que les télécoms ont prise. Personnellement, de switcher de servicing télécom à créer un produit comme i3D, comment s'est passée cette réflexion-là pour toi? Quand tu as vu l'opportunité, quand tu as rencontré ton partenaire, tu as dit « OK, il y a de quoi là? J'aurais pu faire ma vision d'il y a quelques années avec ce produit-là. » Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de dire « OK, là, je tombe là-dedans, en produit, développer un produit, lever du financement, on l'a dit, créer quelque chose, un hardware, non pas un software ou du service. » Comment ça s'est passé, ce processus-là de réflexion pour toi? Ben, ça s'est fait en 2 étapes. Donc, là, il faut reculer un petit peu dans mon parcours. Donc, les 10 à 15 premières années, j'étais beaucoup plus dans le service. Puis à partir de 2003, j'ai décidé de faire un changement, une orientation qui a toujours resté dans le télécom, mais de passer dans les produits. Pourquoi? Parce que dans les produits, il y a une plus grande valeur ajoutée. C'est plus facile. C'est plus facile de la défendre. Quand tu fais du service, c'est toi, c'est un autre. Exact, c'est à peu près, ça coûte autant. Donc, l'expertise des gens, je trouvais qu'elle était de moins en moins valorisée, puis ça m'agaçait de travailler dans cette industrie-là. Moi, vendre des bodés, ça ne m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'est du savoir qui m'intéresse. Je suis curieux, puis ce que j'aime, c'est apprendre. Donc, j'ai fait une orientation vers les produits à ce moment-là. Puis, ce que je fais là, aujourd'hui, c'est juste pratiquement un aboutissement. Je veux dire, c'est une opportunité qui s'est présentée. J'avais suffisamment d'expérience. J'avais travaillé, même si on parle de software defined radio, là, on avait de l'électronique. J'avais fait des produits électroniques avant. En quittant l'université, j'ai fait une année de R&D en génie biomédical où on devait concevoir des composants. Donc, il y avait toujours cette partie-là qui restait, si tu veux, présente en moi, là, qui était une passion inassouvie d'une certaine façon. Donc, ça juste... Maintenant, c'est pas mal assouvi, là, ce que je vois. Ah oui, c'est temps plein. on va en parler, on va aller dans i3D parce que je veux comprendre tout ça. Tu as un chandail là, tout à fait. Qui est Quantino, qui est l'incubateur à Québec en technologie. Exact. Comment s'est passé justement ce processus-là pour arriver à devenir partenaire avec ton partenaire, travailler fort pour développer des prototypes et arriver à être incubé dans un incubateur comme celui-là? Comment ça s'est passé? Bien, c'est une demande que nous, on a fait. En fait, on avait regardé les différents programmes, puis nous, dans notre produit, il y a quand même une forte composante optique, puis c'était, nonobstant les connaissances et les compétences de Jean-Étienne, on cherchait un lieu où les gens pouvaient nous aider. C'était là où c'était peut-être le plus difficile pour nous de trouver de l'expertise. On a un partenaire à Montréal qui s'appelle Optech, là, qui est excellent, mais au niveau de l'industrialisation, de la mise en produit, c'est vraiment ce qu'on cherchait. Il y avait des salles blanches qu'on pouvait louer, qui nous permettaient, nous, de faire un upgrade de qualité en termes de production, de produits, à la fois pour nos prototypes et nos produits. Donc, un ensemble de facteurs. Puis aussi, la directrice générale, qui est Valérie Henner, qui est issue du monde du jeu vidéo. Puis c'est un peu pour nous, là, dans notre développement, le endgame. Là, je veux dire, le user ultime, c'est le gamer. Non, en fait, c'est le B2C. C'est pas le gamer en soi, mais je veux dire, c'est probablement dans le B2C le premier marché qu'on va pouvoir, si tu veux, conquérir. On s'arrête quelques instants. On va revenir sur justement l'ensemble de i3D. On va rentrer dans le détail de ce que c'est, la magie que ça apporte quand on regarde à travers un écran 3D sans lunettes.
Puis aussi les prochaines étapes pour vous, qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'on on s'arrête quelques instants, Mario, puis on vient au retour pour parler de tout ce que vous êtes en train de développer. Un gros merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Toujours avec Mario Genet de i3D. C'est bien ça, c'est i3D? i3D. i3D exact. qui sont des écrans 3D qui ne nécessitent pas de lunettes. Donc, pour bien comprendre, il y a quelques années, on a vu des technologies de télévision 3D qui ont commencé à poindre l'horizon. Plusieurs industries qui l'ont testé. L'industrie adulte, entre autres, l'a testé à ce moment-là, puis ils n'ont pas adopté parce que justement, le fait d'avoir l'outil ou la lunette supplémentaire était comme un frein un peu à ce qu'on a pu voir à ce moment-là. Mais là, on est rendu à une étape de technologie qui est faisable d'avoir une télé qui nous projette du 3D sans même ces lunettes-là. What's going on? Comment on est arrivé à... Est-ce que c'était le brevet de 1994 de votre partenaire ou ça a bougé suite à ça pour arriver à ce produit-là? En fait, bon, c'est Jean-Étienne, suite à la rencontre de différents utilisateurs qui se plaignaient là, du port de lunettes. Toutes sortes de problèmes. On les oublie à la machine à café, les piles ne fonctionnent plus, ils sont brisés, etc. Mais le problème le plus important, c'était un inconfort en termes d'ergonomie. Il fallait enlever et mettre les lunettes si on travaille sur un écran normal versus un écran où on a besoin de porter des lunettes pour voir en 3D. Mm-hmm. Donc, ça part de là. Oui, exactement. C'est des commentaires d'utilisateurs. Puis, écoute, il y a eu plusieurs années où Jean-Étienne a travaillé là-dessus. Et finalement, après avoir démarré l'entreprise, moi, j'ai dit à Jean-Étienne, je dis, on va arrêter de développer. On ne sait pas pour qui on développe. Qui veut l'utiliser? Tu as eu 2-3 commentaires comme ça, c'est bien. Mais maintenant, c'est qui est notre premier utilisateur? C'est quoi notre premier marché? Donc, pendant 6 mois, on s'est promené avec le prototype sous le bras, là, qui ressemblait plus... En fait, il faisait du bruit quasiment comme un moteur d'avion. Là, OK. Mais il y a des gens qui ont vu ça et qui nous ont dit, nous, ça nous intéresse parce que exemple, les produits qu'on utilise sont en fin de vie. OK. Donc, ça, c'est une vraie problématique. Donc, pour nous, on a identifié le marché de la géomatique à ce moment-là, qui était un marché de remplacement. Donc, dans le processus d'arriver à où vous êtes, il y a un moment où on se dit, OK, on va arrêter tout ce qu'on fait, on va aller valider nos idées avant quoi que ce soit pour être sûr qu'on va mettre les énergies à bonne place, que ça vaille la peine, puis que financièrement, ça ne soit pas un gouffre. Tout à fait. Ben, c'est les deux. C'est dire, on va arrêter de développer parce qu'il faut qu'on sache ce qui est plus important pour le client. Est-ce que le bruit le dérange? Est-ce que la performance optique est suffisante? Donc, nous, on avait déterminé qu'on avait ce qu'on appelle un produit minimum viable. Donc, en anglais, c'est un MVP. Et on est allé rencontrer des gens pour avoir un premier retour avec ça. Puis, à partir de là, on s'est dit, OK, ça, c'est notre marché, c'est la taille du marché. Donc là, on peut commencer à organiser quelque chose pour faire une première levée de fonds. OK. Donc, ça, on est en quelle année à ce moment-là? 2019. Donc, après avoir rencontré... on a déposé un brevet, puis on a déterminé c'était quoi notre premier marché ou notre marché cible, si tu veux, à peu près au même moment. Là. Qui était la géomatique. Exact. OK. Donc qui est toujours la géomatique. C'est encore ça à ce jour. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pointent le bout du nez? Est-ce qu'il y a des... Parce qu'on sait qu'une entreprise est toujours en perpétuel mouvement, en perpétuelle croissance, puis en perpétuelle évolution. Comment on aborde les possibilités? Parce qu'on s'entend que le 3D, pour œuvrer nous-mêmes dans le 3D, parce qu'on fait du 3D chez Lanterne Digital, on sait que les possibilités sont... On peut faire du cinéma, on peut faire du biomède, on peut faire de l'industriel, on peut faire du jeu vidéo. Toutes les portes sont pratiquement ouvertes. Comment on vient focusser nos énergies aux bonnes places? Ben, en fait, ça, c'est à la fois une excellente question, mais c'est aussi, il faut comprendre peut-être plus précisément ce que fait notre produit. Il y a beaucoup de gens qui associent notre produit à une application. Ce n'est pas une application, c'est un écran. Toi, quand tu achètes un écran pour travailler dans ton bureau, qu'est-ce que tu fais? Tu le sors de la boîte, tu le branches sur ton ordinateur, puis ça fonctionne. Habituellement, c'est pas mal ça. Nous, c'est le même principe. OK. Donc, c'est plug and play. C'est plug and play. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est est-ce que le logiciel permet, ton application permet de fonctionner avec un écran 3D. Okay. Si oui, ça fonctionne. Comme en géomatique, c'est plug and play. À ce jour, 100% des applications qu'on a rencontrées chez des différents clients fonctionnent. Donc, on sort de la boîte, 10 minutes après, ça fonctionne. C'est ça l'objectif. C'est pas, on veut pas... Télécharger quelque chose, installer, configurer, 3 mètres, 1 mètre, 2 mètres, 3 personnes. Plug, play, merci, bonsoir, ça fonctionne. Exact. OK. Ça a dû te demander beaucoup de temps pour arriver à un plug and play aussi facile que ça?
Non, on fait nous, c'est le même produit que tu as énoncé différents marchés potentiels pour nous. Donc, la géomatique, c'est le même produit que pour le génie biomédical ou en fait, l'imagerie médicale. Si on veut faire des scans industriels, de la simulation là, de mécanique des fluides, là, on parle beaucoup de la COVID, comment les petites gouttes se promènent dans l'air, etc. C'est toujours le même produit. Nous, il n'y a pas un produit différent en fonction des différents marchés. C'est toujours le même produit. On est affranchi, si tu veux, de la partie logicielle. On a juste un petit driver qu'on doit installer. Probablement, c'est normal. Comme tous les logiciels, quand tu changes ton ordinateur, tu as souvent un driver installé pour pouvoir rendre les deux compatibles. Tout à fait. Mais sauf que là, il y a un standard qui apparaît, qui s'appelle OpenXR. Puis quand ça va être largement répandu, bien, il n'y aura plus rien à télécharger. Ça va être un fichier de configuration, tout simplement. Pour bien faire comprendre aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que c'est i3D, je vais essayer de l'expliquer, puis tu me corrigeras si je me trompe. C'est un écran qui est situé devant nous avec une caméra qui semble nous détecter. Exact. Et l'image qu'on voit à l'intérieur sort d'à peu près quoi, 15-20 cm de l'écran, à peu près dans ce coin-là? Bien, lors de la démo, c'est ce que j'avais mis, là, 15 cm. Dans un contexte de démo, c'est ce qu'on fait, mais ça peut sortir jusqu'à 40 cm. Jusqu'à 40 cm de l'écran, ça peut sortir. Exact. Donc, on peut pratiquement se retrouver immergé dedans? Tu pourrais avoir un ballon de basketball ou de soccer qui est complètement sorti de l'écran. Après ça, c'est une question de tes yeux, ta capacité à converger et à traiter cette information-là. Mais tu en parles, la capacité. Est-ce que tout le monde est capable de bien s'adapter à ça? Parce que moi, j'ai eu un pourcentage d'adaptation au début. Là, tu tournes en tête, tu dis, hey, mon Dieu, ça sort de l'écran, j'ai pas de lunettes. On dirait que mon cerveau interne était un peu mêlé. Là. Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu, entre guillemets, la réalité virtuelle que tu as vécue, mais là, elle est tellement réel que tu te poses la question, est-ce que c'est là ou pas? C'est ça, parce que j'ai pas de casque, j'ai pas rien, c'est dans ma face. Il y avait un clash dans ma tête, on dirait. J'avais vraiment une découverte. Exact, c'est comme particulier de ça. Donc, je vois les différents créneaux, tout le kit. Là, hier, on a eu la chance de l'essayer. Tu nous as permis de l'essayer. Merci encore une fois. Honnêtement, ça m'a un peu flabbergasté. On a vu un bateau dans lequel on peut même zoomer, puis les couches se défont aussi. C'est quoi la limite que ça peut atteindre? Est-ce que vous voyez un stop à ce que vous pouvez créer avec ça ou vous n'en avez pas de mis? Non, on s'en est pas mis. Pour nous, c'est ce qu'on fait là, on développe le meilleur produit dans ce format-là. La prochaine étape, c'est d'avoir des plus grands formats. On a quelques idées là, à la fois technologiques pour faire éventuellement d'autres choses, mais pour l'instant, on se concentre là-dessus. On est en train de développer une solution qui est plus une solution verticale, si on veut. Que tu as eu la chance de voir, mais que je ne veux pas trop en parler. Non, mais j'ai vu qu'est-ce qui peut s'en venir, puis je trouve ça intéressant aussi. Le volet grand format, bon, tu l'as dit un petit peu plus tôt, l'objectif éventuellement, c'est le B2C, aller vraiment dans les résidences, dans les consommateurs directement, que ce soit des gamers, que ce soit des familles, peu importe. Sur un roadmap, on parle de combien d'années avant d'atteindre une TV 75 pouces qui pourrait être dans mon salon puis que j'ai pas besoin de lunettes pour écouter le 3D puis que mes enfants aussi peuvent se regarder en même temps. Est-ce qu'il y a un roadmap d'établi? Est-ce que c'est vers ça que vous voulez aller pour qu'on puisse écouter des films 3D chez nous aussi? Ben, pour le B2C, c'est un peu plus loin. En fait, initialement, ce qu'on disait, c'était 5 ans. La pandémie est en train de changer les choses parce que notre écran que tu as vu, bon, c'est facile de l'apporter du bureau à la maison. Exact. Parce que tu travailles de la maison aujourd'hui, etc. Bon, la journée de travail est finie, tu as un écran qui permet de voir en 3D. Je suis certain que ça va inciter certaines personnes à faire des essais avec des logiciels qui existent déjà. Il va possiblement avoir une pression qui va être accrue au niveau des éditeurs de jeux vidéo pour pouvoir donner accès à ça. Donc, tout ça fait que nous, on pense que le 5 ans va peut-être se rapprocher peut-être à 4 ans, peut-être à 3 ans. OK. La difficulté, pour nous, dans notre stratégie de commercialisation, on a beaucoup regardé le temps que ça prenait pour créer les contenus. Oui. Donc, les premiers marchés, comme la géomatique, c'est des machines qui créent les contenus. On parle de quelques secondes, quelques heures, quelques jours. On fait des campagnes de collecte par avion pour prendre des photos, du lidar, des choses comme ça. Un jeu vidéo, c'est soit on en prend un, puis on le modifie, certains assets, pour qu'il soit capable d'être affiché en 3D, mais ça va aussi probablement imposer une nouvelle scénarisation. Clairement, au niveau du storytelling, au niveau de la création du contenu, du storytelling, de réfléchir à l'expérience. En storytelling, on pense toujours à l'expérience de notre utilisateur. Là, d'avoir la possibilité je vais le dire de même, mais d'y pitcher quelque chose en pleine face. Oui.
on réfléchit autrement. Il faut réfléchir maintenant 3D dans nos histoires. Exact. Le champ des possibles, il y a un verrou qui vient de sauter. Clairement. Puis, pour des gens, c'est à la fois moins immersif qu'un casque, mais pour des gens, c'est beaucoup plus agréable parce qu'ils aiment ça être dans leur environnement, mais avoir accès aussi à la réalité virtuelle. Donc, c'est aussi pas juste le storytelling par rapport à ce qui se faisait avant, c'est que est-ce qu'on fait quelque chose de différent? Est-ce qu'on mixe les réalités ensemble? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Tu sais, pour avoir œuvré dans la réalité virtuelle par le passé, j'ai eu une entreprise en réalité virtuelle, il y avait un frein qui était fréquemment soulevé, qui était le port du casque, puis l'isolement quand on a le casque. Tout à fait. Tu sais, le fait de, OK, on veut vivre une expérience en réalité virtuelle en famille, bien, ça me prend 4 casques, on est chacun de notre bord, puis je veux prendre une coupe de vin en même temps, bien, c'est raide. Oui, oui. Tu sais, là, on brise cette barrière-là Tout à fait. pour pouvoir permettre de... Tu sais, on s'entend que j'ai de la misère à avoir le 100% immersif qu'un casque amène avec l'écran. Non, ça ne sera pas possible. Parce que c'est physiquement impossible d'aller en arrière, mais d'amener ce niveau de plus d'immersion avec du contenu sans le frein du casque ou sans l'isolement que le casque amène, là, il y a de quoi être intéressant pour se connecter. Tu sais, je peux être avec ma famille, vivre une expérience le fun, tout le monde est là. Tu sais, quand vous serez rendu là, comprenons-nous, pour être capable d'être 4 à regarder l'écran en même temps, vivre de quoi en 3D durant que j'ai mon plat de popcorn, puis je ne risque pas de chercher mon plat de popcorn pour être capable d'en prendre. Je vois le potentiel au niveau de l'utilisateur. Tu sais, dans votre roadmap, vous l'avez ciblé. Est-ce que vous envisagez même de créer du contenu ou vous voulez vraiment rester au hardware? On a des demandes là, qu'on a refusées pour l'instant parce que tu parlais de focus un peu plus tôt. Il faut focuser là, avec les ressources qu'on a, à la fois humaines et financières, là où on est bon. Mais ce n'est pas exclu qu'on commence, en fait, peut-être qu'on travaille avec des gens, donc qu'on prenne la responsabilité du contenu parce qu'on sait peut-être mieux que qui d'autre comment le formater pour que ça fonctionne. Mais je ne pense pas qu'on va tout de suite constituer une équipe pour créer du contenu. Donc, on va commencer par le gérer, mais c'est pas... Bien diffusé. C'est pas impossible. Ça fait partie du champ des possibles pour nous. OK, donc... D'ailleurs, j'aime bien, si je peux juste me permettre, oui. un petit point, tu parlais, le sentiment de liberté que ça pouvait donner par rapport à ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a nommé notre produit. Notre produit s'appelle Freedom. Oui. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut donner, c'est ce que les gens nous demandent, en fait, demandent par rapport à la 3D. T'sais, pour nous, c'est l'expérience qui compte. On ne vend pas de la technologie, on vend une expérience 3D qu'on souhaite la plus naturelle, confortable et réaliste possible. En réalité virtuelle, une des problématiques, c'est qu'on a 2 yeux. Pour voir le 3D, on a besoin de nos 2 yeux. En réalité virtuelle, tu as une lentille qui vient de séparer entre les 2 yeux. Donc, tu as une capacité de pixels par œil. C'est un peu probablement la même chose que vous devez vivre avec votre solution. C'est quoi la qualité? Maintenant, là, on voit des TV 8K, on voit des films 4K qui sortent. Est-ce qu'on peut se rendre jusque-là éventuellement? Nous, il n'y a pas de limite. C'est pas, notre technologie ne nous freine pas sur la résolution. C'est la disponibilité des composants qui va faire que ça va... Parce qu'en gérer un 4K par œil, ça serait envisageable de le faire avec la technologie en place pour être capable d'avoir une expérience qui décuplerait. On serait à 6 points quelques cas d'expérience visuelle en tout et partout. Là. C'est spectaculaire les possibilités qui s'en viennent. Pour moi, honnêtement, je trouve ça ultra stimulant de voir qu'est-ce qui s'en vient. Dans les prochaines années, on va vous suivre. Là, j'ai vu, là, il y a eu des bourses du MITAX pour de la recherche, beaucoup de couverture de médias. C'est quoi le prochain gros point pour i3D? Qu'est-ce qui s'en vient d'important là, comme croisement ou comme étape dans le roadmap? Bien... Bon, on ne dira pas à l'avance tout ce sur quoi on travaille, là, parce que d'une part, on ne veut pas que les gens attendent avant d'acheter notre produit. Là, mais déjà, à ce jour, il est déjà disponible. Oui, tout à fait. On a des clients au Canada, on a des clients aux États-Unis. Bientôt, on devrait avoir des clients en France. Donc, c'est pas... Aujourd'hui, on a plus du pull. Je veux dire, la machine, elle roule. Elle roule... Comme nous, on veut qu'elle roule. OK, vous contrôlez la croissance en ce moment pour bien gérer ça. Exactement. OK. Donc, on va devenir beaucoup plus actif là, bientôt sur les réseaux sociaux, sur le site web, etc. Parce que, on est en train de monter la cadence, si vous voulez. Là. Donc, il y a une accélération qui se fait. Qui se prépare. OK. Qui se prépare. Bon, bien, ça, c'est une bonne nouvelle. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Tiens-moi au courant, honnêtement, j'ai hâte de voir ça. On sera là, on regardera ça, on va regarder ça monter. Puis si vous avez besoin de créateurs de contenu, on est capable d'en faire nous autres du 3D. On vous fera regarder ça ensemble avec plaisir. Mais félicitations. Merci. Félicitations, Jean-Étienne, aussi, ton partenaire, d'avoir eu ces idées-là à l'époque, puis de cheminer dans tout ça.
je suis convaincu qu'il y en aura d'autres qui vont poindre le bout du nez dans les prochaines années. Ah oui, puis en termes d'innovation, nous, on ne se limite pas qu'à la partie produit. Hein. Je veux dire, même dans la façon dont on veut gérer l'entreprise, on veut aussi innover. Dans la façon dont on veut communiquer avec nos clients, on va devoir innover. Tu as vu le produit, on s'en était parlé, tu étais intéressé, mais je dis, il y a une différence entre ce que tu as, ce que tu comprenais quand on s'est parlé ou ce que tu avais vu sur le site web versus ce que tu as vu quand tu es venu. Clairement. Donc, pour nous, ça, c'est un défi énorme. Puis, il va falloir qu'on innove par rapport à ça. Fait que l'innovation, c'est pas juste dans le produit, c'est dans toute la gestion d'entreprise. Bien, l'innovation, il faut que ça soit holistique. Je veux dire, j'ai dit tout à l'heure, moi, je cherche des talents, je cherche des artistes, des créatifs, mais dans tous les domaines, que ce soit en marketing, même en finance. Je veux dire, les montages financiers, j'ai fait beaucoup plus d'ingénierie financière avec le peu de moyens qu'on avait pour arriver là où on est rendu. Je veux dire, l'innovation, c'est pas limité qu'à la technologie. Puis nous, bien, on est en train de mettre en place une culture d'innovation. Moi, j'aime ça. J'adore ça, entendre ça, parce que beaucoup de gens pensent que l'innovation, c'est la nanotechnologie, puis la robotique. Ça en fait partie, mais c'est pas que ça. Ça ne doit pas être que ça. Dans une entreprise, si elle veut survivre aujourd'hui, bien, l'environnement change très rapidement. On n'a pas le choix d'innover. Je veux dire, je pense le message, c'est ça. Il faut être flexible, il faut s'adapter. Il faut être agile, il faut être rapide de réaction. Fait que Ben, l'innovation, c'est surtout les cercles de gestion. Oui, l'innovation, pour moi, c'est anticiper le changement, plus que réagir. Quand on réagit, on est forcé, puis on a déjà, par rapport à la concurrence, on est déjà en retard. Un petit peu en retard. C'est comme moi, j'explique des fois à des partenaires qui hésitent à venir travailler avec nous. J'ai dit, moi, j'ai un train qui est en marche. Des fois, je ralentis quand j'arrive à une gare. C'est le moment où tu peux rentrer. Après ça, je repars. Puis l'objectif, c'est d'aller de plus en plus vite. Tu rattraperas le train si tu veux rembarquer. Ouais. Une entreprise qui a du succès, c'est une entreprise qui reste véloce. Donc, il ne faut pas passer par un point par zéro. La COVID, quand l'économie s'est arrêtée, on a eu un point par zéro. Ça a été très difficile parce que tout le monde est démotivé, il faut remotiver tout le monde. Comment ça s'est passé au sein de ton équipe? Tu l'abordes, la COVID, on s'entend, même l'acquisition de personnel, trouver du monde, tout le monde est arrêté, les financements sont ralentis, les clients sont ralentis. Comment ça s'est passé? C'était la période la plus difficile de ma vie, je dirais. Là. Parce que nous, quand c'est arrivé, on allait rencontrer des sociétés comme Epic Games, okay? Les gens d'Unreal. On a un meeting, puis le siège social dit « Non, vous ne voyez plus personne, vous en allez tous à la maison. » Donc, on attendait notre rendez-vous, puis on voyait les gens sortir avec les PC. Là, il se passe quelque chose. Oh my God! OK. Ouais. Puis on avait rencontré des financiers qui nous avaient dit que c'est le meilleur rendez-vous qu'on avait eu. Ils disaient « S'il n'en tient qu'à nous, on vous avait une lettre d'intention. » là. Exact. La semaine prochaine, le temps qu'on en parle, etc. Puis après ça, l'économie s'arrête, tout le monde se met en mode de gestion de... Pause, gestion de risque, panique, gestion de crise, exact. Voilà, c'est ça. Donc, on est vraiment passé par le point zéro. Donc là, tu es tout seul dans ton bureau, tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je mets... nous, on a coupé les dépenses au maximum. On s'est dit, OK, on baisse la tête, on laisse passer la vague. La vague est passée, est-ce qu'il y en a une autre? Des fois, l'autre est plus grosse, il faut faire attention. Au-delà de l'innovation, il y a la résilience aussi. Oui, ça, c'est pour tous les entrepreneurs, là, mais... Puis je salue tous ceux qui ont passé à travers ça. Ça a été difficile pour tout le monde, hein? Pas juste que pour les entrepreneurs, mais l'entrepreneur, c'est comme dans une famille. Je dis, tu as une famille supplémentaire. Il faut que tu penses à tes employés, comment ils vont réagir, c'est quoi l'impact pour eux. Le volet humain nous rattrape dans ce temps-là. Au-delà de la technologie, des chiffres d'affaires, des montages financiers, il y a le volet humain qui vient nous chercher aussi. Mais c'est toujours le volet humain qui est important. C'est bien d'entendre ça. Les artistes, il faut en prendre soin, il faut qu'il y ait la mesure et la capacité de s'épanouir. Si on veut qu'ils aient du plaisir, s'ils ont du plaisir, ils vont créer, puis on va créer de la valeur avec eux. Donc, je vous souhaite beaucoup de valeur. Merci beaucoup. Beaucoup de valeur, beaucoup de création. On va suivre ça d'un œil très, très intéressé. Puis on se reparle avec un gros, gros plaisir. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, Mario. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir aussi. Puis on espère qu'on va se revoir pour parler peut-être de d'autres projets. Assurément, on sera présent, puis on regardera qu'est-ce qui se passe. Je vous invite tous les gens à suivre i3D, surtout que dans les mois qui s'en viennent, il risque d'avoir des annonces. Fait qu'on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Un gros merci, bon succès, parce qu'on n'a pas besoin de chance quand on travaille fort. Bon succès, puis on se revoit bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.